Tout commence dans une salle d'accouchement VIP où une femme est sur le point d'accoucher, en feuilletant un magazine. Mais sa patience s'épuise et elle hurle sur les infirmières pour qu'elles sortent ce gamin de son corps, tout en lisant son magazine. Soudain, un cri de bébé résonne dans la pièce et un membre du personnel se précipite pour féliciter le grand-père. Puis tout le monde commence à féliciter Mademoiselle Liu, qui remercie ses invités de leur gentillesse. Il demande ensuite à une servante où est Shikuan, et elle répond que le jeune maître avait des affaires à régler sur terre. Le grand-père du garçon est furieux de l'absence de son propre fils, le traitant de bon à rien. À ce moment-là, un cri étrange provient de l'intérieur de la salle d'accouchement, surprenant tout le monde à l'extérieur. Inquiet de la situation, Misery, Liu se lève et demande ce qui se passe à l'intérieur. Pendant ce temps, dans la pièce, la mère est choquée par la lumière vive qui brille juste devant elle. En entrant dans la pièce, le grand-père et ses hommes sont complètement figés sur place. La lumière provenait du nouveau-né, qui était couvert d'éclairs jaunes, et semblait s'amuser avec tout ça. Le bébé pense que personne n'aurait jamais imaginé qu'un roturier se réincarnerait dans cette famille et éveillerait même un sens divin. Un écran système apparaît, l'informant que le sens divin de type foudre a été activé avec une puissance de niveau C. Le grand-père est stupéfait car son petit-fils vient de naître avec un pouvoir qu'il n'a jamais pu atteindre lui-même. Laissant tomber sa canne, le grand-père crie à propos du sens divin inné et inégalé que possède son petit-fils. Le grand-père prend son petit-fils dans ses bras et célèbre, déclarant que le clan Liu a enfin produit un génie unique en son genre. Cependant, le bébé pense qu'il va profiter de cette occasion pour tout prendre au clan et s'assurer que son père ne se réincarne plus jamais. Les servantes remarquent que le jeune maître sourit déjà et n'a même pas pleuré, ce qui est un signe de noble destin. L'aîné promet d'utiliser toute la puissance du clan pour élever le garçon. Le nouveau-né, qui est aussi notre protagoniste, pense que les 6 derniers mois depuis qu'il a été éliminé par ce salaud ont ressemblé à un rêve. Un mois après sa réincarnation, sa mère buvait un tonique spécial qui lui avait été donné par l'une de ses servantes. Dès qu'elle boit le tonique, une puissante lumière dorée commence à briller sur tout son corps. Il a acquis une capacité de croissance accélérée et a atteint le niveau D, même en tant qu'embryon. Il réfléchit à la façon dont les roturiers ne peuvent jamais égaler la puissance des clans, et à la façon dont il a déjà atteint un niveau que beaucoup risquent leur vie pour atteindre. Mais notre MC se demande de quel genre de capacité il s'agit, car il n'existe aucun registre de croissance accélérée. 2 mois plus tard, il a fait face à une crise d'absorption de l'embryon original de la mère, mais a reçu une récompense. Utilisant sa croissance accélérée, il a dévoré l'embryon original et a acquis son sens divin inné de type foudre. Il est ravi d'avoir un sens divin de type foudre, qui est l'une des capacités élémentaires les plus rares. Le protagoniste prévoit d'utiliser les meilleures ressources de la famille pour se nourrir et devenir encore plus fort. 3 mois plus tard, son sens divin de type foudre avait déjà atteint le stade intermédiaire de puissance. On voit des talons hauts et des sous-vêtements de femmes éparpillés sur le sol de la chambre de sa mère. Sur le lit, une paire de pieds est emmêlée, devenant assez confortable. On voit la femme avec un type blond alors que son fils est toujours dans son ventre. L'amant demande si elle n'a pas peur, et la dame dit que son mariage n'est qu'un arrangement politique. Le fœtus surprend l'homme qui s'interroge sur sa paternité, tandis que sa mère n'en demande pas plus. Le MC se plaint que toute cette agitation perturbe son taux d'absorption d'énergie. Alors, il finit par libérer beaucoup d'énergie à la fois, ce qui l'a fait se plaindre que cela l'a brûlé de l'intérieur. À 6 mois, sa puissance atteint le niveau des maximales, et il comprend la constitution de sa mère. Un visage beau et serein observe. L'homme observe le ventre de la femme et se demande quand ce fichu gamin va naître. À l'intérieur de l'utérus, le MC ouvre les yeux et regarde son père avec un regard plein de haine. À travers sa vision, il reflète le visage de l'homme et le traite de bâtard sale. Dans un flashback, on voit le jeune homme dans sa vie passée être averti de terribles bêtes. L'un de ses compagnons blessés dit à frère Liu de sortir de là aussi vite qu'il le peut. Son ami est vaincu et crie à l'aide tandis que le jeune homme se contente de regarder. Malheureusement, son ami a fini par être dévoré par un monstre hideux tandis que le jeune homme regarde tout se passer. Avec un sourire méchant, le traître ordonne à ses hommes de nourrir la bête pour former le noyau spirituel. L'homme sourit malicieusement et moqueusement alors qu'il regarde sa victime sur le point d'être vaincu. À ce moment-là, le jeune homme remarque une pointe géante qui arrive vers lui, prête à le frapper. Son ancien compagnon l'empale avec une énorme branche, le soulevant dans les airs sans aucune pitié. Le protagoniste regarda la blessure dans sa poitrine, choqué par la trahison qu'il venait de subir. Le salaud commence à rire hystériquement du moment pathétique de son ennemi. Il se moque de lui, disant que c'est ce qui arrive quand quelqu'un comme lui surestime sa propre force. Alors qu'il est jeté, le jeune homme l'accuse de l'avoir piégé juste pour nourrir les bêtes. Alors qu'il s'en va, son seul souci est de savoir ce qui va arriver à ses jeunes sœurs. Il se souvient quand il a dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il serait bientôt de retour. Peu de temps après, son ancien moi saisit une arme et se prépare à partir en mission. La porte se ferme, et les 3 petites filles sont laissées seules, attendant le retour de leur frère. Regardant la lune à travers la fenêtre, les filles se demandent quand leur grand frère reviendra. De retour dans le prémisé, en tant que fœtus,
il se remplit de rage et jure de se venger de celui qui l'a séparé de ses sœurs. Avec son pouvoir, le fœtus se prépare à frapper son père, qui est juste à l'extérieur. Puis le petit gars assène un coup de poing solide en plein visage du traître, le prenant complètement par surprise. L'impact du coup fait voler l'homme, et la mère est choquée par le coup de pied qu'elle a ressenti. Le père du garçon tombe au sol dans une immense douleur, ne comprenant pas ce qui vient de lui arriver. La femme se plaint que le gamin fasse déjà des siennes avant même d'être correctement né. Le grand-père ordonne alors à l'infirmière de vérifier ce qui se passe à l'intérieur de cette pièce. Le membre du personnel explique que le talent du jeune maître est extraordinaire, donc son développement est accéléré. Elle révèle ensuite, surprise, que le bébé est sur le point de naître et que la mère entre en travail. Le garçon déplore qu'avant de se réincarner, sa limite était le niveau des maximales, et maintenant il est proche d'une percée. Dans une immense douleur, la mère crie pour qu'on appelle la meilleure équipe d'accouchement le plus rapidement possible. Quand il a eu 1 mois, la famille Liu a organisé un grand banquet de célébration. Plusieurs familles importantes du Zhao du Sud arrivent, apportant des cadeaux pour célébrer le nouveau-né. Pendant la fête, le grand-père regarde un spectacle de violon avec une servante à ses côtés. Pendant ce temps, le protagoniste d'1 mois se repose calmement dans les bras de l'une des servantes. Un des invités félicite Maître Léo d'avoir un petit-fils, mais l'aîné semble perdu dans ses pensées. Un invité félicite le père du garçon tandis que le bébé fixe l'homme qu'il a fait tomber dans sa vie passée. Il devient furieux en voyant l'ennemi qu'il a séparé de ses sœurs et jure de se venger sur le champ. Dans ses souvenirs, il se souvient de ses jeunes sœurs excitées à propos d'un gâteau d'anniversaire géant. Dans sa vie passée, il était au téléphone avec frère Shen, qui se plaignait de son retard pour une mission. Le jeune homme s'excuse, et le traître pense qu'il ne l'a embauché qu'à cause des rumeurs selon lesquelles il avait besoin d'argent. L'homme lui conseille d'utiliser son cerveau, et le jeune homme le remercie pour l'opportunité d'emploi. Ses sœurs ont attendu avec impatience de manger le petit morceau de gâteau sur la table. Le frère aîné dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il avait un travail mais qu'il serait bientôt de retour. Puis il saisit son arme qui était gardée dans un sac, et se prépare à quitter la maison. La porte se ferme, et les 3 petites filles sont laissées seules, attendant anxieusement son retour. De la fenêtre, les filles regardent la lune en attendant le retour de leur cher frère. Ailleurs, un homme s'approche d'un portail lumineux au milieu d'une forêt sombre. Fumant une cigarette, c'est le même qui félicitait le jeune maître G à la fête. Le jeune maître G, qui semble être le chef de cette opération dangereuse. Avec ses subordonnés à ses côtés, le jeune maître G demande comment progresse la mission. L'homme l'informe qu'ils sont à l'intérieur depuis un certain temps et que les bêtes devraient être bien nourries maintenant. Le jeune maître G fait l'éloge du vieux chêne, disant qu'il a été bien élevé et qu'il est toujours très efficace. Puis il se tourne vers sa compagne et dit qu'ils sont venus juste pour elle avant de partir. Mais la femme ricane, disant qu'il n'est qu'un autre minable de la famille G qui essaie de gravir les échelons. Sur ce, le groupe de traîtres s'approche du portail pour quitter le lieu désolé. Pendant ce temps, l'un des compagnons de notre héros l'avertit d'une bête puissante à proximité. Le jeune maître est surpris que quelqu'un soit encore en vie, car il a besoin de plus de nourriture pour le médicament. Le vieux chêne dit qu'il ne sait pas comment c'est possible car ce ne sont que des soldats de niveau D. Soudain, un bruit très fort attire l'attention de tout le monde, et ils regardent tous dans la même direction. Le chef du groupe évalue la situation avec un regard sérieux. Peu après, il remarque qu'une des bêtes a une blessure fraîche à la patte. Le monstre fixe alors notre héros, qui se tient seul au milieu de cet endroit désolé. Malgré son épuisement et ses blessures, le jeune homme reste ferme, prêt pour la bataille finale. À ce moment, l'un des traîtres s'approche lentement. Le jeune maître J exige de savoir d'où vient cette chose et comment elle a osé blesser sa bête. En voyant le survivant, le jeune maître J est surpris et l'appelle Yi Shen. Le jeune homme se tourne et appelle frère Shen, ne comprenant pas ce qui se passe. L'ami de Y Shen demande s'il a amené des renforts pendant que les ennemis fuient. De retour dans le présent, le bébé jure de venger la profonde querelle à cet instant précis. Il tend les bras et fait des bruits de bébé au traître, qui l'observe attentivement. L'homme est sans voix et balbutie, essayant de comprendre ce que le bébé veut de lui. Le père du garçon dit que son fils veut être porté et que c'est le plus grand honneur de sa vie. Sur ce, il prend le bébé dans ses bras et le remercie pour la récompense, tandis que le petit fait semblant de pleurer. Dès que l'homme le tient, le petit commence à libérer une énergie jaune. Puis il utilise son pouvoir de type foudre pour donner à son ennemi une très mauvaise décharge. Le traître hurle de douleur tandis que la charge électrique traverse tout son corps. Sous le choc, il finit par laisser tomber le bébé, qui tombe lourdement sur le sol du manoir. Les femmes présentes à la fête sont surprises et regardent vers le bruit. Les musiciens cessent également de jouer, choqués par toute cette agitation. Le grand-père du garçon observe tout avec une expression sérieuse. Sur ce, les parents du garçon sont choqués par ce qui vient de se passer. Le petit protagoniste sur le sol, le vieil homme réalise qu'il vient de faire une erreur. Le bébé se met à pleurer fort pour maintenir les apparences et tromper tout le monde. Le traître panique face à la situation et commence à transpirer froidement, terrifié par ce qui pourrait arriver. Furieux, le grand-père crie à l'homme d'avoir osé laisser tomber le trésor de la famille Liu par terre. Le lâche se jette par terre,
disant que ce n'était pas lui et que le jeune maître a agi de son propre chef. Mais le père du bébé ne le croit pas et lui donne un violent coup de pied, traitant le type de chien. Le coup de pied est si fort que l'homme s'envole et atterrit lourdement sur le sol du manoir. Il commence à s'incliner et implore son maître de lui pardonner. Il jure qu'il ne ferait jamais de mal au garçon et offre ses trésors pour le guérir de sa chute. Le père du petit semble apprécier toute la situation et esquisse un sourire moqueur. Puis le maître leur ordonne de traîner l'homme dehors et de lui donner une bonne correction. Le traître le remercie pour la punition tandis que la servante ramasse le bébé. Dans les bras de la femme, le petit protagoniste affiche un sourire malicieux et satisfait du résultat. Avec un front meurtri, l'ennemi fixe, confus, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Le petit continue de crier et de pleurer fort pour maintenir son parfait déguisement devant tout le monde. Le vieux traître est de nouveau choqué qu'il ait recommencé à pleurer. Le grand-père ordonne à la servante d'emmener le jeune maître à l'intérieur et de vérifier s'il s'est blessé lors de la chute. L'aîné gronde son fils en disant qu'avec le statut de la famille, ils n'ont pas besoin d'un bon à rien comme ça. Avec un grognement méprisant, le chef de famille se tourne et quitte la fête furieux de tout ce gâchis. Le père du garçon est enragé par les paroles du vieil homme et serre le verre dans sa main avec une grande force. Il brise la coupe en verre avec ses mains nues. L'autre se tourne et donne un puissant coup de pied en plein visage du traître. Juste après, il lui donne un autre coup de pied et ordonne qu'il soit traîné dehors et donné en pâture aux chiens de la maison. Les gardes l'attrapent alors qu'il implore grâce, mais personne ne se soucie de sa souffrance. L'autre dit aux invités de continuer la fête, et le bébé réfléchit à la façon d'absorber plus de pouvoir. Le médecin a examiné le petit et dit qu'il a un physique incroyable et qu'il va parfaitement bien. Le grand-père rit et se réjouit que son petit-fils n'ait subi aucun dommage et soit en excellente santé. Mais le plus important pour le garçon maintenant est de retrouver ses 3 sœurs qu'il a laissées derrière lui. Il a besoin de grandir assez vite pour bouger et obtenir l'essence de cette femme. Le bébé se met à pleurer pour avoir du lait et le médecin. Sur ce, l'aîné leur ordonne d'appeler sa belle-fille pour qu'elle l'allaite et qu'ils prennent plus de médicaments spirituels. La mère du garçon se plaint qu'elle vient de le nourrir et qu'elle est déjà complètement épuisée. Le chef de famille dit qu'elle doit travailler dur pour l'avenir du clan et pour le bien de son fils. La femme enlève son manteau et se prépare à nourrir le bébé une fois de plus, contre son gré. Le petit ouvre la bouche et se met à pleurer en attendant d'être nourri par sa mère. La mère le prend dans ses bras et le regarde avec ses yeux rouges. Elle commence à l'allaiter et se plaint que le petit schnapp entête beaucoup trop fort. Voyant que sa belle-fille s'affaiblit, le grand-père leur ordonne de lui apporter la soupe tonique. Peu après, on voit le bébé prendre un bain avec sa mère dans une source chaude. La femme se plaint qu'il tète depuis longtemps et demande si elle lui doit quelque chose d'une vie passée. 3 mois plus tard, le bébé rentre déjà dans la maison, et son pouvoir a atteint le niveau C. Dans sa vie passée, il lui a fallu 1 an pour passer du niveau des élémentaires des à intermédiaires. À l'époque, il a participé à de nombreuses missions dangereuses dans des portails et a subi d'innombrables blessures. Il est passé du niveau C élémentaire à intermédiaire en seulement 3 mois en buvant du lait. Pendant un dîner de famille, le petit protagoniste rampe vers la table principale. Furieux, le grand-père se plaint qu'un idiot ne surveillait pas le jeune maître et l'a laissé se promener. La servante s'excuse, disant que le garçon rampe si vite qu'elle ne peut pas le suivre. Le père du bébé plaisante en disant que son fils doit vouloir du lait à nouveau, et la mère a l'air épuisée. Elle se plaint que le garçon est sur sa poitrine depuis 3 mois et qu'elle a besoin d'une pause. Mais le petit pense qu'il ne peut pas perdre de temps et qu'il a besoin de devenir de plus en plus fort. À la surprise générale, le bébé se lève tout seul pour la première fois. Le grand-père et le majordome sont complètement choqués de voir le spectacle incroyable devant eux. Le garçon commence à marcher vers sa mère, qui le regarde, surprise. Le petit lui saute dessus, et la mère crie pour qu'il la laisse manger un repas en paix. La servante est stupéfaite et souligne que le jeune maître se tient debout et se promène seul dans la pièce. Le majordome commente que le garçon a une constitution céleste, et son développement est extraordinaire. Le grand-père est heureux de voir que son petit-fils peut déjà se tenir debout et le regarde avec fierté. Puis il dit que selon les règles de la famille, il est temps de choisir un serviteur personnel pour le garçon. Dans un endroit sombre, l'aîné s'enquiert des résultats, et un garde dit qu'il n'en reste que 2. Dans les bras de sa mère, le protagoniste est emmené dans une arène improvisée pour le test. Il observe tout attentivement quand il reconnaît soudain l'une des candidates et est choqué. Dans une cellule, une petite fille aux cheveux blancs est dans une position défensive et a l'air effrayée. De l'autre côté, une fille blonde charge en avant, criant pour attaquer et vaincre son adversaire dans l'arène. Choqué, le bébé se demande ce qu'elle fait là, et son corps commence à briller intensément. Puis il utilise son pouvoir de type foudre pour électrocuter l'une des filles qui se battent. Avec la force du choc, la fille blonde s'envole et atterrit lourdement sur le sol, assommée instantanément. La fille aux cheveux blancs saisit l'occasion de sauter sur le pain. Sans hésiter, la fille attrape le pain et commence à le dévorer avec avidité au milieu de la cellule. Les cheveux de la mère se dressent sur la tête, le protagoniste panique, espérant que personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect. Le grand-père rit et dit que son petit-fils a un esprit de combat bien plus grand que son propre père. Le garçon pense qu'être un enfant est utile car les adultes trouvent toujours des excuses pour lui.
L'aîné décide que la petite fille sera la servante et ordonne qu'elle soit lavée et qu'on lui enseigne l'étiquette. La petite continue de manger férocement, se fichant de tout ce qui l'entoure. Le bébé dans le berceau semble très heureux et appelle sa nouvelle servante avec un sourire sur son visage. Pendant ce temps, le majordome explique qu'elle est une servante de la mort et doit protéger le jeune maître. La petite fille aux cheveux blancs hoche simplement la tête, acceptant son nouveau destin. Il dit aussi qu'elle doit suivre le maître et s'entraîner aux arts martiaux pendant qu'il dort. Sur ce, la petite servante se rend dans la chambre du bébé pour commencer son nouveau travail. En arrivant, le garçon l'appelle et se montre du doigt avec un sourire très excité. Mais la fille sort un couteau, et son expression se transforme en une expression de haine et de vengeance. Le bébé panique et essaie de parler, mais il ne peut pas à cause de ses cordes vocales. Elle dit qu'elle va l'emmener pour venger la mort de son frère aîné sur le champ. La fille lève l'arme et se prépare à attaquer le petit dans son berceau. La servante se jette à toute vitesse avec le couteau, prête à frapper sa cible sans défense. Cependant, le garçon esquive le coup avec une agilité incroyable et saute hors du berceau. Il atterrit sur le sol, laissant derrière lui une silhouette d'énergie, à la grande surprise de la fille. Puis le bébé réapparaît à côté d'elle, la laissant complètement choquée et sans voix. Soudain, la fille commence à dégager une aura verte alors qu'elle se prépare à se battre. Le protagoniste est choqué de voir que la fille a un sens divin de type vent. Avec ça, elle l'attaque avec son pouvoir du vent, mais le bébé utilise sa foudre pour se défendre. Les deux énergies s'affrontent, illuminant toute la pièce de leur couleur vive et intense. Il pense qu'utiliser ces deux pouvoirs en même temps est trop demandé à son corps de bébé. Il a une idée géniale pour résoudre cette situation compliquée. Alors, le MC pointe et utilise son sens divin du tonnerre à un niveau de puissance très faible. Avec ça, une petite lance de foudre frappe la fille. Le choc la paralyse un instant et elle tombe au sol, incapable de bouger correctement. Le petit semble soulagé du résultat, mais est clairement très fatigué par l'effort. Allongé sur le sol, la servante peut encore sentir l'électricité parcourir tout son corps. Il s'approche prudemment et touche la lame acérée. Alors, le petit se coupe le doigt exprès, et une goutte de sang apparaît sur le bout. Puis il utilise son propre sang pour écrire un message sur le sol pour elle. Il pense que c'est une bonne chose qu'il soit intelligent et qu'il ait réussi à trouver ce plan pour communiquer. En lisant le message, la fille comprend tout, et le bébé ouvre ses bras pour un câlin. Mais la fille l'attaque à nouveau, et le bébé se souvient qu'elle ne sait pas encore lire. Il esquive le coup et s'inquiète, car si quelqu'un la voit essayer de l'attaquer, elle est finie. Pendant ce temps, le traître traverse le manoir en tenant une boîte en bois dans ses mains. Dans un flashback, le père du garçon dit qu'il est seulement en vie parce qu'il lui est encore utile. Allongé sur le sol, l'homme remercie le jeune maître de sa miséricorde et promet de travailler plus dur. Le maître dit que le grand-père est furieux et qu'il doit trouver un moyen de plaire au bébé. L'homme pense qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter un objet rare lors d'une vente aux enchères. Soudain, il entend la voix du petit maître et se demande ce qui se passe dans la pièce. Avec ça, il ouvre la porte et entre dans la pièce, appelant les cheveux de la famille Liu. En entrant, il est accueilli par la scène des deux, se poursuivant dans la pièce. Voyant une opportunité, le bébé regarde l'homme avec un regard sombre, et un plan en tête. Le traître est complètement confus, ne comprenant rien de ce qui se passe. Puis le garçon saisit la main de la servante et tourne le couteau. Il utilise son pouvoir de foudre pour donner à la fille aux cheveux blancs un petit choc sur le front. Elle tombe au sol, et le bébé attrape le couteau en plein vol, complétant son plan parfait. Sans hésitation, le bébé se poignarde à l'épaule, et le couteau se recouvre de sang. Le traître est complètement choqué par la scène et hurle de terreur, n'en croyant pas ses yeux. Ensuite, le garçon jette le couteau ensanglanté vers l'homme qui le regarde. Le pauvre attrape l'arme en plein vol et se fiche de peur, ne sachant pas quoi faire. Sous le choc, il finit par laisser tomber la boîte qu'il tenait. Puis le petit protagoniste prend une profonde inspiration, se préparant pour sa grande performance. Peu de temps après, il commence à pleurer bruyamment sur la fille évanouie sur le tapis. L'homme tient le couteau ensanglanté, complètement désespéré de toute la situation. Au bruit, le grand-père et les autres accourent pour voir ce qui s'est passé. L'aîné et son fils regardent la scène avec des expressions graves. Le petit continue de pleurer et s'appuie sur la servante pour faire croire qu'il l'a protégé. Furieux, le grand-père pointe le traître du doigt et l'accuse d'avoir tenté d'attaquer son petit-fils. L'homme jette le couteau par terre et essaie de se défendre, disant que ce n'est pas lui le coupable. Mais le père ne le croit pas et le frappe pour avoir osé blesser son fils. Désespérément, il explique que c'est la fille qui a attaqué le bébé, et qu'il s'est défendu. Le bébé continue sa comédie de pleurs tandis que le traître hurle de désespoir avec un nez ensanglanté. Il jure à l'aîné qu'il dit la vérité, mais personne ne semble croire son histoire. Le père du garçon le frappe d'un autre coup de poing et demande furieusement où est le cadeau. Désespéré, l'homme cherche le cadeau qu'il a laissé tomber par terre pendant tout le chaos. Le grand-père félicite la petite fille pour avoir protégé son petit-fils et ordonne qu'on l'emmène se reposer. L'aîné pose sa main sur l'épaule du jeune maître, qui se tend. L'aîné le regarde avec des yeux rouges brillants d'une rage intense. Il dit qu'il a appris à son fils à élever des chiens, mais qu'il a failli perdre l'espoir de la famille Liu. Alors,
Le groupe quitte la pièce, laissant le traître agenouillé sur le sol, complètement terrifié. L'homme commence à transpirer froidement et à trembler de peur de ce qui pourrait lui arriver maintenant. Soudain, le père du bébé se tourne et le regarde avec un regard plein de haine et de mépris. Il lui donne un coup de pied et dit qu'il lui a donné une chance, mais qu'il a osé essayer de le blesser quand même. L'homme essaie d'expliquer, mais le maître ordonne qu'on le traîne dehors et qu'on le donne au chien. Voyant son plan réussir, le petit protagoniste pousse enfin un soupir de soulagement face au résultat. Avec une blessure à l'épaule, le petit regarde la fille inconsciente sur le sol, inquiet. Juste à ce moment-là, le majordome s'approche et dit qu'il doit emmener la servante se faire soigner immédiatement. Mais il panique quand il se souvient qu'il a écrit un message sur le sol juste en dessous d'elle. Alors, le garçon s'allonge sur la fille et secoue la tête pour empêcher l'homme de l'emmener. Le membre du personnel ramasse alors le petit maître, le soulevant de la fille inconsciente. Avec ça, le majordome le replace dans le berceau tandis que le garçon a l'air très affligé. Voyant que l'homme est sur le point de ramasser la servante, il se demande s'il devrait l'assommer avec une décharge électrique. Soudain, une idée le frappe et il regarde vers la bonne avec un nouveau plan en tête. Le membre du personnel ramasse la petite fille, et une flaque de sang est laissée sur le sol de la chambre. Le protagoniste est choqué de voir que la servante est aussi réellement blessée. Voyant la tache de sang sur les vêtements de la fille, le majordome est également très surpris. Le petit est confus par la situation et ne comprend pas comment elle a pu se blesser. Alors il l'emmène dehors et ordonne que la chambre du jeune maître soit nettoyée. Seul dans le berceau, le garçon pousse un soupir de soulagement mais se demande ce qui se passe. Mais il le met de côté car il a des choses plus importantes à faire à ce moment-là. Il saute hors du berceau, prêt pour son prochain plan. Dans une salle de massage, une huile spéciale est préparée pour sa mère. La femme reçoit ensuite un massage du dos relaxant de l'une des femmes de chambre. La mère du garçon semble très détendue, profitant de son rare moment de paix. Mais la tranquillité prend fin lorsque le petit réclame du lait, la surprenant soudainement. Il rampe vers elle, et la femme se plaint qu'il soit de nouveau là avec son énorme appétit. Le garçon commence à se nourrir, et la mère se plaint, demandant combien de temps il va continuer à téter. Mais il a besoin d'accélérer sa croissance pour pouvoir parler et tout expliquer à sa servante. Une semaine plus tard, le temps passe vite dans le manoir de la famille Lou. Et juste comme ça, notre personnage principal ressemble maintenant à un enfant de 3 ans et a finalement maîtrisé l'art de parler. La petite servante aux cheveux blancs continue de lui jeter des regards noirs. Elle est toujours convaincue que c'est lui le responsable de tout ce qui s'est passé avec son frère aîné. Alors le gamin se tourne vers YY et lâche la bombe. C'est son frère. La fille est, genre, totalement époustouflée. Elle se fige, et ses yeux prennent une teinte rouge foncé. Puis il lui demande si le gâteau que son frère lui a acheté était bon. Cette question la replonge dans ses souvenirs et elle devient super émotive. Dans ses souvenirs, elle se rappelle que son frère l'appelait, elle et ses autres sœurs, pour venir manger du gâteau. Les 3 petites filles sont super excitées de voir un gâteau d'anniversaire juste devant elles. Elle se souvient de son grand frère coupant une part de gâteau pour ses petites sœurs. La fille se rappelle qu'il était au téléphone, recevant l'ordre de rejoindre son équipe pour une mission. Une des sœurs essaie d'attraper un morceau, mais une autre l'arrête, lui disant d'attendre leur frère. Après ça, les 3 petites sont à la fenêtre, regardant la lune et attendant qu'il revienne. À ce moment, le visage de son ancien lui apparaît reflété dans la pleine lune, comme un souvenir. Dans le reflet de la lune, son ancien visage se mélange à son visage de bébé actuel. Il regarde la petite fille avec un doux sourire, les yeux pleins de larmes. Réalisant que c'est lui, elle n'en peut plus et commence à pleurer. Elle s'effondre sur le sol et se met à pleurer à chaudes larmes, en gémissant de manière incontrôlable. Il lui couvre la bouche et lui fait taire pour que personne ne découvre leur secret. Avec sa petite main, il essaie d'étouffer les sanglots de la fille pour qu'il ne se fasse pas prendre. Juste après, elle le prend dans ses bras, le serrant de toutes ses forces, ressentant un mélange de soulagement et de bonheur. En pleurant toujours, la petite fille demande si celui qui est devant elle est vraiment son frère bien-aimé. Mais l'étreinte est si forte qu'il se plaint de ne pas pouvoir respirer dans son petit corps d'enfant. Elle le lâche, et notre gars est un peu étourdi, essayant de reprendre son souffle. Une fois qu'il se rétablit, il devient sérieux et regarde sa sœur, ayant besoin de réponses. Elle l'observe attentivement, les larmes coulant toujours sur son visage. Alors il la saisit et lui demande comment elle a fini ici, et où sont leurs autres sœurs. Avec tant de questions, la fille est dépassée et demande à son frère de ralentir. Finalement, les deux se calment et se préparent à parler de tout ce qui s'est passé. La fille commence à expliquer que ce jour-là, il est parti en mission et n'est jamais revenu. Dans un flashback, les 3 sœurs affamées attendent, fixant le gâteau qu'il a acheté. Une des filles se demandait pourquoi leur frère mettait autant de temps à revenir. La plus jeune demande même s'il les a abandonnés, puisqu'il n'est jamais parti aussi longtemps. Alors Yi a décidé d'aller le chercher et a découvert sa disparition au quartier général de la mission. Là, elle a vu la femme d'un autre chasseur crier après le traître à propos de la disparition de son mari. Le gars, n'ayant aucune patience, l'a traité de folle et l'a repoussée avec force. Un autre chasseur apparaît et accuse l'homme d'être entré dans le portail avec le jeune maître Liu et les autres. À ce moment,
la petite servante a compris que cet homme était derrière tout. Le traître regarde juste avec un air agacé, fumant sa cigarette avec désinvolture. Il libère sa puissance de feu, se préparant à attaquer son accusateur. Une boule de feu vole vers l'homme, qui est juste figé de peur par l'attaque. Il est touché de plein fouet, et son corps est complètement englouti par les flammes intenses. L'homme tombe au sol, vaincu, tandis que les autres regardent simplement la scène, sans rien faire. Il les avertit que répandre des rumeurs sur le jeune maître est une décision stupide, puisque la mission était à haut risque. Notre gars dit que le traître a eu ce qu'il méritait pour les avoir trahis, puis demande ce qu'il en est des autres filles. En entendant la question sur les autres, l'expression de la petite change, et elle a l'air vraiment inquiète. Elle se remet à pleurer, laissant son frère totalement confus. Surpris par la réaction soudaine de sa sœur, il lui demande avec inquiétude ce qui leur est arrivé. À travers ses larmes, la fille explique qu'elle voulait juste venger son frère, mais qu'une marée de démons est apparue de nulle part. Flashback sur un portail qui s'ouvre, et tout le monde se bat pour survivre au début de l'invasion. Le souvenir de cette marée démoniaque la terrifie absolument. Elle traverse les rues dévastées, criant frénétiquement les noms de ses deux autres sœurs. Pendant ce temps, un couple de chasseurs se promène, remarquant avec désinvolture que, oui, cette vague de monstres était plutôt méchante. Elle est laissée seule, regardant simplement la ville brûlée, complètement anéantie. Les larmes coulant sur son visage, elle court sans but à travers tout le chaos et la destruction. La pauvre fille continue sa recherche seule, se frayant un chemin à travers les décombres de la ville dévastée par l'invasion. Les mains toutes écorchées, elle s'effondre au sol, criant les noms de sa sœur dans un désespoir absolu. C'est alors qu'elle se souvient de son frère, et s'effondre, sanglotant et se demandant où il pourrait bien être. De retour dans le présent, notre MC voit un personnage principal réconforter sa sœur, lui disant de ne pas pleurer, car ils ont eu une seconde chance. Ses yeux brillent en rouge alors qu'il jure qu'un certain Shen sera le premier à payer pour cela. Dans une prison sombre et sale, nous passons à un couloir qui est juste éclaboussé de taches. Le traître est enfermé, criant à tue-tête qu'il est innocent, et était juste là pour livrer un cadeau. La prochaine chose qu'on sait, c'est qu'il est projeté contre les barreaux de sa cellule, un regard de pure terreur sur son visage. Parce que surprise, un démon se matérialise juste derrière le prisonnier terrifié. Le traître tombe à genoux, implorant pour sa vie alors que la créature se rapproche, sa langue pendante. Tout ce que nous entendons est un cri horrifié et soudainement, le couloir de la prison a quelques taches rouges de plus. Le traître hors de l'image, notre MC déclare qu'il est temps de renverser toute la famille Liu. Les larmes toujours dans les yeux, sa sœur acquiesce, promettant qu'elle fera tout ce qu'il dit. C'est alors qu'elle se souvient qu'elle a une mission très importante à accomplir avec RMMC. Alors, elle le soulève simplement dans les airs, annonçant que c'est l'heure du bain, mais il proteste, criant qu'il est son frère. Mais la fille explique que maintenant, elle est son assistante personnelle, et c'est sa mission quotidienne. Et juste comme ça, elle commence à l'emmener à la salle de bain, tout en criant à tue-tête qu'il ne veut absolument, positivement pas prendre un bain. Coupé à la salle de bain, où notre MC est maintenant assis dans un lavabo alors qu'elle prépare tout pour son bain. Elle s'approche de lui et dit qu'il est temps d'enlever ses vêtements, mais notre MC insiste sur le fait qu'il peut s'en occuper lui-même. Mais elle n'écoute pas, et avec un sourire, elle mange juste ses vêtements directement dans les airs. Elle regarde vers le bas et gazouille à quel point son petit gars est mignon. RMC est absolument mortifié, mourant fondamentalement à l'intérieur de l'embarras de tout cela. Super embarrassé, il lui crie de ne pas regarder, lui rappelant encore une fois que ce n'est pas du tout bien. Elle déclare ensuite que puisqu'elle est plus grande maintenant, c'est à son tour de lui donner un bain. Choqué, le MC demande ce qu'elle fait au monde alors qu'elle commence à enlever ses propres vêtements. Le garçon se couvre les yeux, complètement gêné par ses actions. Puis elle entre dans la baignoire, enveloppée dans une serviette, laissant le garçon totalement stupéfait. Pendant qu'elle le lave, elle se lamente sur la souffrance des gens là-bas, tandis que les riches gaspillent tout. Notre MC se met en colère et dit que la justice est quelque chose que vous devez prendre de vos propres mains. Avec cela, son visage se fige dans un regard de détermination féroce pour changer leur réalité. Un moment plus tard, la fille propose de mieux le frotter, le plongeant dans une panique totale. Il commence à se chamailler parce qu'il refuse, mais elle insiste sur le fait qu'on lui a ordonné de le faire. Après le bain, le garçon est allongé sur le sol pendant que sa sœur range ses vêtements. Il se dit à quel point c'est humiliant d'être le frère aîné et d'être traité comme un petit enfant. La fille lui demande ce qui ne va pas, mais il détourne simplement le visage, boude, et ne répond pas. Elle est triste de son attitude et se plaint qu'il n'a jamais été aussi méchant avec elle auparavant. Pour éviter plus de conversation, il laisse juste échapper un soupir. Mais ensuite, il se lève, dit qu'il n'est plus fâché et qu'il a quelque chose d'important à demander. La fille sourit gentiment et lui dit d'aller de l'avant et de demander ce qu'il veut, pas de problème. Alors, il demande si elle a éveillé des capacités d'élément vent, et sa sœur le confirme. Notre MC est époustouflé, car le cas enregistré le plus ancien d'un éveil était à l'âge de 12 ans. Il se demande comment elle a réussi à accomplir un tel exploit, étant si jeune et sans aucune formation. Elle secoue simplement la tête et dit qu'elle n'est pas vraiment sûre de comment c'est arrivé non plus.
Elle explique qu'un panneau est apparu, lui montrant ses statistiques et la guidant pour éveiller son pouvoir. Notre MC est complètement époustouflé d'entendre le mot panneau venant d'elle. À cet instant, il se souvient de son propre système, celui qui affiche ses capacités de tonnerre. Il jette un coup d'œil à l'interface et se demande si sa boîte de dialogue est du même genre. Puis il se demande comment sa sœur a également obtenu un panneau et s'est éveillée si incroyablement jeune. Elle remarque qu'il s'est absenté et lui demande si quelque chose ne va pas, mais il balaie simplement cela du revers de la main. Il lui dit que maintenant qu'elle a éveillé sa capacité, elle doit s'entraîner dur pour devenir forte. Avec un regard déterminé, la petite fille répond qu'elle va s'entraîner super dur à partir de maintenant. Il lui tapote la tête et dit que de toutes ses sœurs, elle a toujours été la plus responsable. Soudain, ils entendent frapper à la porte de leur chambre et se figent. Une servante annonce que le dîner est prêt et que le maître a ordonné à leur mère de lui préparer du lait. Elle tend un biberon plein à la sœur du perso principal, qui le regarde, surprise. Elle prend le biberon, et notre perso principal s'approche d'elle avec un nouveau plan qui se forme déjà dans son esprit. Il dit qu'ils doivent utiliser toutes les ressources de la famille Liu pour devenir plus fort et rapidement. La fille demande comment ils sont censés faire ça, puisqu'elle s'entraîne déjà aussi dur qu'elle le peut pour gagner des niveaux. Avec un sourire espiègle, il lui dit d'ouvrir la bouche et de découvrir le secret du pouvoir. Bien qu'elle hésite un peu, la fille ouvre la bouche, curieuse de savoir ce que son frère mijote. Il lui met alors le biberon dans la bouche et lui dit de boire et de voir ce qui se passe. Suivant son ordre, elle commence à boire le lait pendant que notre perso principal la regarde attentivement. Tout à coup, une aura violette commence à tourbillonner autour d'elle, et elle est choquée par cette sensation. Confuse, elle demande à son frère pourquoi autant de puissance coule si facilement dans son corps. Notre perso principal explique que la constitution unique de leur mère transforme les cristaux en quelque chose comme de l'énergie pure. Il dit que c'est une substance que même les escouades d'élite auraient du mal à se procurer lors des missions. Mais leur mère peut produire cette essence en continu, ce qui fait d'elle une source infinie de puissance. Sa sœur est choquée, commentant que c'est quelque chose d'inouï à l'académie. Le perso principal soupçonne que les familles nobles cachent des secrets et manipulent les masses pour qu'elles se battent pour elles. Avec un regard déterminé, il conclut qu'ils doivent découvrir chacun de ces secrets cachés. Sa sœur lui tend alors le biberon, lui disant d'en boire aussi pour qu'il devienne plus fort. Mais il refuse, lui disant de tout finir et d'atteindre sa limite de puissance en premier. Puis il commence à s'éloigner, les yeux fixés sur son prochain objectif. Il dit à voix haute qu'il va aller manger aussi pendant que sa sœur continue à boire au biberon. Arrivant dans la chambre de sa mère, les servantes se demandent pourquoi il est de retour là. La prochaine chose que l'on voit, c'est le garçon qui se nourrit directement de sa mère dans la piscine de la maison. La femme se plaint qu'elle a déjà fourni tellement de lait que le petit morveux ne fait que manger et manger sans s'arrêter. Une des servantes ordonne rapidement aux autres de préparer davantage de repas médicinaux pour la madame. Notre perso principal pense que la vengeance commence maintenant, et que lui et sa sœur sont sur le point de modifier l'ordre même des cieux. Alors que la foudre s'abat sur le manoir, il jure qu'il va complètement bouleverser la famille Liu. Notre héros rampe sur le sol de sa chambre, avec un regard déterminé sur son visage alors qu'il cherche quelque chose. Pendant ce temps, on a un flashback du traître qui panique, criant que le cadeau était dans sa main alors qu'il le cherche frénétiquement. Puis notre perso principal jette un coup d'œil sous un meuble et aperçoit la petite boîte que le traître a laissé tomber. Avec un sourire satisfait, il s'empare du cadeau, pensant que ça doit être quelque chose d'incroyablement précieux pour la famille. Il ouvre alors la boîte, et une lumière bleue intense illumine son minuscule visage. À l'intérieur, il trouve un grand cristal bleu et se demande si c'est un cristal de bête magique. Un panneau système apparaît immédiatement, l'informant qu'il s'agit d'un cristal de compétences d'éléments tonnerre rares. Notre perso principal est confus car il n'avait aucune idée que les compétences pouvaient être absorbées au lieu d'être cultivées. Le système explique qu'après avoir chassé des bêtes évoluées, il y a une chance d'obtenir ces objets rares. Notre petit gars est surpris qu'une chose pareille existe, mais se méfie et demande comment la voix connaît ses pensées. À ce moment-là, il est totalement choqué, un regard de pure panique sur son visage alors qu'il réalise ce qui s'est passé. La voix dit qu'elle est dans sa conscience, et il ricane, disant qu'il connaît tous ses tropes grâce au roman. Il se souvient que dans sa vie passée, il était un étudiant accro aux jeux et aux romans en ligne qui avaient des systèmes. Dans ces histoires, les personnages principaux obtiennent des récompenses et renversent la situation, se vengeant de leurs ennemis. Furieux, il crie que le système est inutile, mais la voix rétorque que sans lui, il n'aurait même pas été réincarné. Le perso principal fait une pause, réfléchit un instant, et doit admettre que la voix mystérieuse a raison. Les bras croisés, il remet alors en question sa connexion avec le système de sa petite sœur. La voix nie toutes sortes de liens et l'exhorte à devenir plus fort et rapidement. Il est d'accord et se concentre, sachant qu'il doit saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui. Il s'assoit alors sur le sol et, avec une concentration intense, commence à absorber l'énergie du cristal. Avec ça, une énergie divine et puissante commence à couler à travers son petit corps. Un instant plus tard, il tend la main et invoque avec succès sa nouvelle compétence, la lance de foudre. Il est complètement abasourdi,
ayant juste acquis une compétence qu'il aurait dû mettre 10 ans à maîtriser. Il sent la puissance condensée dans la lance et se demande à quel point elle est vraiment forte. Sans plus attendre, il lance l'arme de toutes ses forces pour tester sa nouvelle puissance. Le protagoniste regarde son attaque électrique puissante voler dans les airs. Le bruit de l'explosion attire l'attention du grand-père, qui arrive en courant avec le majordome pour voir ce qui s'est passé. Mais ce qu'il trouve, c'est le père du garçon, en sous-vêtements Bob l'éponge, se plaignant du bruit à la mère du perso principal. Le grand-père et la petite sœur du perso principal sont complètement abasourdis par la scène. Le garçon regarde le trou géant qu'il vient de faire dans le mur du manoir avec sa nouvelle compétence. Furieux, le grand-père exige de savoir qui a fait ça, et le majordome explique qu'il a entendu un éclair venant de la pièce. Mais en voyant son petit-fils, l'humeur du vieil homme change, et il le soulève, célébrant sa nouvelle compétence divine. Il fait ensuite l'éloge de la mère du garçon, la remerciant d'être si productive pour la famille. Cependant, le père du garçon semble irrité par toute la situation et se plaint du bruit qu'il a fait. Sur ce, le grand-père le gronde, disant qu'il devrait être fier du talent exceptionnel de son fils. Le grand-père décide alors qu'il emmènera son petit-fils au festival annuel de chasse de la famille. Un instant plus tard, le chef de famille demande au majordome si tout est organisé pour l'événement. Le vieil homme rit, disant que ses descendants doivent apprendre leur vraie valeur dès leur plus jeune âge. Berce dans les bras de sa mère, notre protagoniste est agacé, n'ayant aucune idée de ce qu'il prévoit. Et ainsi, le groupe descend un long couloir vers l'endroit du festival de chasse. Une fois arrivé, le grand-père utilise son énergie pour ouvrir une porte circulaire massive devant eux. La porte s'ouvre, révélant un grand vortex tourbillonnant d'énergie violette vive à tout le monde. Debout devant le portail dimensionnel, le chef de famille se prépare à conduire le groupe à l'intérieur. Le perso principal est stupéfait de réaliser que la famille Liu peut ouvrir des portails dimensionnels par elle-même. Il se fâche en pensant à tous les secrets que les puissants cachent aux faibles qui luttent simplement pour survivre. Le groupe franchit alors le portail et arrive dans une forêt dense et calme de l'autre côté. Alors que le grand-père le complimente, la mère du perso principal se plaint qu'il ne cesse jamais de manger de toute la journée. Soudain, le père du perso principal pointe le ciel et crie un avertissement qu'une chose approche. Tout le monde lève les yeux pour voir une traînée de fumée se rapprocher rapidement d'eux. La chose mystérieuse traverse les arbres à une vitesse incroyable. Bientôt, un serpent géant à plusieurs têtes apparaît et attaque brutalement un groupe de chasseurs. Un chasseur essaie de frapper la créature, mais son arme se brise, tandis qu'un autre utilise un champ de force pour se défendre. Quand il voit un python de Rancé et un roi python de Rambé dans un portail de Rancé, le protagoniste et sa sœur sont en état de choc, et la fille reconnaît l'un des chasseurs. Juste à ce moment-là, l'un des serpents se jette sur l'une des chasseuses. À la surprise générale, la fille aux cheveux roux parvient à maintenir la gueule de la créature ouverte avec ses mains nues. Mais elle lutte de toutes ses forces pour éviter d'être mordue par les crocs acérés du monstre géant. Malgré tout, la force du serpent est trop grande, et il la repousse d'un seul coup. Le chef des chasseurs crie alors à tout le monde de se battre alors qu'il se retire de la zone dangereuse. Le chef du groupe essaie de repousser le monstre avec un bouclier, mais un autre chasseur essaie de l'attaquer par derrière. La fille aux cheveux roux court et crie désespérément pour qu'il fasse attention. Mais le coup de poing du chasseur traverse le bouclier, frappant le capitaine de toutes ses forces. La force du coup de poing fait perdre son bouclier au chasseur qui se bat contre le serpent. À ce moment-là, le serpent géant est frappé par un éclair violet provenant d'un autre chasseur. Un autre chasseur crie furieusement au traître d'avoir attaqué leur capitaine. Le traître sourit méchamment alors qu'il se prépare à attaquer l'autre homme. Avec un coup violent, il attaque sans pitié le chasseur, le laissant gravement blessé. L'un des autres chasseurs est choqué, car il semble avoir reconnu l'agresseur. Il révèle que l'homme est Kui Sheng, un criminel qui avait été condamné auparavant. Kui Sheng se met à rire comme un maniaque devant le désespoir du chasseur. Il donne ensuite un coup de pied à l'homme, l'envoyant voler avec une force incroyable. Le chasseur blessé s'envole directement dans la gueule du serpent géant, qui l'attendait. Notre petit protagoniste observe tout cela avec une expression sombre. Il se souvient de sa vie passée quand Kui Sheng a sacrifié un ami. Une éclaboussure de sang symbolise ce qui vient de se passer. À l'époque, il a vu ses amis se faire éliminer un par un. Le monstre qu'ils nourrissaient avec leurs propres camarades émerge, imposant et terrifiant. Avec un sourire cruel, le père du héros leur ordonne de nourrir la créature pour former un trésor. Il dit ensuite à Cuichon d'attaquer l'ancien lui sans hésitation. Le sbire se précipite vers le jeune homme, prêt à porter le coup. Mais le gars active son pouvoir et se prépare à l'inévitable affrontement avec son ennemi. Hésiphiste brille d'une énergie puissante alors qu'il se rapproche. Leurs deux poings se heurtent dans un impact violent et rempli de puissance. Il nous dit que Cuichon est comme un démon qui aime écraser les gens. Il est révélé qu'il était protégé par la famille Liu et qu'il est maintenant l'un de leurs hommes de main. De retour dans le présent, sa sœur se demande comment ils peuvent sauver la fille aux cheveux roux. Mais notre protagoniste semble avoir une idée, et ses yeux brillent, un plan se formant déjà dans son esprit. Alors, il se retourne et recommence à téter, ce qui énerve vraiment sa mère. Elle lui demande ce qu'il fait alors que notre héros se remplit la bouche de lait,
faisant une drôle de tête. Il recrache tout, la laissant complètement choquée. Dégoûtée, elle crie sur notre héros pour l'avoir toute salie et le lance en l'air. Voyant l'agitation, le grand-père du garçon prend un regard furieux à cause de tout ce bazar. Juste après, la petite sœur du héros passe à l'action. Comme ça, elle attrape notre héros en plein vol, le sauvant de la chute. La fille atterrit en toute sécurité sur le sol, tenant son petit frère avec précaution dans ses bras. Elle lui demande si son frère va bien, et il explique son plan de maître, créer le chaos pour sauver le chasseur. Soudain, le père du jeune homme gifle sa femme, fort sur le visage, la laissant complètement abasourdie. Il la saisit ensuite fermement et la gronde pour avoir été si négligente avec leur fils. Furieuse, la femme dit que même ses propres parents n'ont jamais osé lever le doigt sur elle, et elle se met incroyablement en colère. Sur ce, elle invoque une arme de glace et se lance à la poursuite de son mari, cherchant à se venger. L'homme se défend avec ses pouvoirs, disant qu'elle doit recevoir une leçon pour son audace. Les enfants regardent attentivement le combat se dérouler juste devant eux. La mère et le père s'affrontent avec leurs capacités, mais une explosion d'énergie apparaît soudainement entre eux. Le grand-père du garçon apparaît, et les parents du héros le regardent fixement. Le grand-père dit qu'en tant que mère, elle doit faire passer son fils en premier et ne pas être aussi imprudente. Avec un regard furieux, il leur dit qu'ils ont tous les deux la responsabilité de leurs deux familles. Sur ce, le couple se calme et range ses armes, tandis que les enfants observent à distance. La sœur du héros demande ce qu'ils vont faire maintenant, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car ils arrivent. Soudain, la jeune servante entend un bruit étrange. Le majordome informe le grand-père qu'il a senti un mouvement venant des bois voisins. La famille remarque également quelque chose qui approche et se met en état d'alerte. Juste à ce moment-là, 3 gobelins émergent de la forêt avec des expressions vraiment bizarres sur leur visage. D'un point de vue plus élevé, nous voyons les gobelins commencer à se rapprocher de la famille du héros. Les créatures commencent à hurler désespérément, comme si elles se préparaient pour une bataille. L'instant d'après, les 3 monstres sont empalés par des pieux en bois qui les transpercent sans pitié. Le père du héros se demande comment c'est possible puisque la zone était censée avoir été nettoyée au préalable. Le grand-père se plaint, c'est ce qui arrive quand tout ce que tu sais faire, c'est causer des problèmes dans les bars au lieu de potasser les livres. Juste à ce moment-là, la mère du garçon commence à briller d'une énergie violette. La petite sœur explique que l'essence de leur mère attire les bêtes démoniaques, en particulier celles de haut niveau. Sur ce, les sons de nombreux pieds de gobelins commencent à se rapprocher, mettant le groupe sur les nerfs. Puis une horde de gobelins d'élite apparaît devant eux, menée par un rambé. Un des monstres bondit vers la famille, sa hache prête à frapper sans pitié. Impassible, le grand-père ordonne à ses subordonnés de gérer la situation immédiatement. Et juste comme ça, la famille commence à combattre les monstres en utilisant leurs puissantes capacités élémentaires. Profitant de tout ce chaos, notre héros dit à sa sœur qu'il est temps pour eux de s'en aller. Alors, la fille court vers une falaise avec son petit frère dans ses bras. Sans hésitation, la sœur du héros saute de la falaise, plongeant à grande vitesse avec notre jeune héros. À cet instant, les yeux de la fille brillent intensément alors qu'elle active sa capacité spéciale. Utilisant son pouvoir du vent, elle commence à voler dans les cieux, transportant son frère en sécurité. Notre héros demande quand elle a appris à voler, et elle dit que c'était une récompense du système. Surpris par cette révélation, notre héros s'énerve et demande quel genre de tâche c'était. La fille révèle avec un sourire que la tâche du système était simplement de donner un bain à son frère. Dans un flashback, nous voyons qu'en accomplissant la mission, elle a reçu la rare technique de vol en récompense. Notre héros s'énerve, se demandant comment un système peut donner une récompense aussi géniale pour une tâche aussi stupide. La petite sœur rousse du héros se bat courageusement contre un serpent, le frappant avec son épée acérée. Mais ensuite, un autre serpent énorme apparaît et attaque les autres chasseurs, brisant leur bouclier avec facilité. Avec un seul coup puissant, la créature envoie une des chasseuses voler, brisant complètement sa garde. À terre, la femme crie désespérément à son capitaine qu'ils ne peuvent plus continuer à se battre. Le capitaine du groupe confronte ensuite Quixion, lui demandant pourquoi il les attaque comme ça. Avec un sourire méchant, le traître dit qu'il aime entendre les cris de ses victimes. Le chef demande qui est son maître et dit que violer l'accord de la guilde est contraire à la loi. Le méchant répond que les lois ne sont que pour les faibles et pour les roturiers comme eux, et qu'il s'en moque éperdument. Juste après, il se précipite vers le capitaine à grande vitesse, prêt à lui porter un coup. Mais au lieu de cela, il attaque une des chasseuses, la prenant au dépourvu avec son incroyable vitesse. Vaincue, la femme supplie son capitaine de la sauver de cet homme terrible et sans cœur. Sans aucune pitié, le traître la jette directement dans la gueule du serpent géant comme un en-cas. Le serpent géant dévore la chasseuse sans la moindre pitié, juste devant tout le monde. Désespéré, le capitaine crie que la mission a échoué et dit à tout le monde de courir pour sauver leur vie. La jeune fille rousse est paralysée par la peur et le choc face à la scène horrible dont elle vient d'être témoin. Aveuglé par la rage, le chef du groupe charge avec son épée, criant qu'il va en finir avec le traître. Il déclenche une frappe puissante, mais le méchant bouge rapidement et esquive l'attaque avec facilité. En un instant,
le traître contre-attaque et porte un coup direct au capitaine. Voyant son chef blessé, la jeune femme traite l'homme de monstre et se prépare à se battre. Elle lance ensuite un objet sur l'ennemi, essayant de gagner du temps. Mais le traître ne bronche même pas car la pierre que la fille a lancée ne lui fait rien. Le coup ne fait que déchirer une partie de la chemise du traître. Le méchant dit que c'est dommage qu'il l'ait croisé ici car ils vont tous périr. Il bondit vers la fille, ses griffes acérées prêtes à frapper. Terrifiée, la jeune femme est entourée des éclats d'une épée brisée. À la dernière seconde, le capitaine se jette devant elle, encaissant le coup fatal à sa place. Le chef tombe sans vie au sol alors que le traître l'ignore simplement et passe à autre chose. Le traître jette le corps du capitaine, qui est ensuite dévoré par le serpent géant. Désespérée, la fille hurle de terreur face à la scène horrible dont elle vient d'être témoin. Nous voyons le serpent géant dévorer le capitaine alors que des éclairs violets jaillissent de son corps. Le méchant regarde la fille et dit que c'est dommage car il voulait l'ajouter à sa collection. Il voulait la transformer en un de ses spécimens pour l'exposer comme un trophée. Avec sa main tachée de sang, il se prépare à attaquer la fille. Le méchant place ensuite sa main sur son visage alors qu'elle pleure, complètement désespérée. Dans ces derniers instants, la fille appelle ses frères et sœurs, se demandant où ils sont. Soudain, une épée de foudre géante apparaît, et une voix dit qu'ils sont arrivés pour la sauver. Le traître se retourne et parvient à bloquer la puissante attaque avec son bras. La frappe provoque une explosion d'énergie jaune, mais le méchant la repousse simplement. La jeune femme lève les yeux, surprise, et appelle le nom de sa sœur, Oye. À ce moment-là, notre perso principal et sa sœur atterrissent, prêts au combat. La fille reconnaît l'ancienne apparence du perso principal et l'appelle « frère ». D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.